Radio J. Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les enfants de la République dont vous êtes l'invité, Eliane Vauquier-Motte. Bonjour. Alors vous avez été maire de la commune du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire de 2008 à 2020. Le plateau du Chambon est une terre de juste où 3500 juifs furent sauvés pendant la guerre, ce qui en 1990 conduit le Yad Vashem à décerner à titre exceptionnel le diplôme de juste des nations à la commune, à votre commune du Chambon. Je cite, en hommage aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines qui se sont portés à l'aide des Juifs durant l'occupation et les ont sauvés de la déportation et de la mort. Alors tout au long de votre mandat de maire, encore aujourd'hui, vous avez défendu la mémoire des 82 justes. Je ne me trompe pas, c'est bien 82 justes. Aujourd'hui, c'est 82, mais depuis, il y en a quelques-uns de plus. Quelques-uns de plus. Attachés à votre village, un travail de mémoire au centre de votre engagement politique. Votre fils, Laurent Wauquiez, a quelque part suivi votre trace en s'engageant comme vous en politique. Et d'abord, puisque cette émission s'appelle Madame Wauquiez, Les enfants de la République, qu'est-ce que représente la République et ses valeurs pour vous? Écoutez, je ne m'attendais pas du tout quand j'ai acheté ma maison pour laquelle j'ai eu un coup de foudre dans la région du Chambon-sur-Lignon à m'engager en politique. Ça ne m'avait absolument pas traversé l'esprit. C'est ma voisine qui est agricultrice qui est venue me voir et que j'allais voir régulièrement pour acheter des œufs, puisqu'à l'époque on achetait ses œufs, son lait chez le fermier voisin. Donc on était au début des années 70, hein? C'est ça, 73. absolument. Et donc je ne pensais pas du tout à ça, et c'est elle qui m'a dit Madame Wauquiez, vous travaillez à la télévision, ça nous changerait un peu, vous devriez vous engager à la commune, etc. Et puis, un beau jour, je vais la retrouver comme je le faisais d'habitude, et avec mon gendre. Et mon gendre me dit, mais Eliane, pourquoi vous n'y allez pas? Vous connaissez tout le monde dans le village. Donc, à l'époque, j'étais pas au Chambon, j'étais dans un village à côté, à 4,5 km, qui est un village de 285 habitants. Donc, je me suis laissée convaincre, tout à fait sans vraiment connaître cette fonction, le travail que ça représentait, mais je me suis laissé convaincre, j'étais en fin de carrière. Donc qu'est-ce que vous faisiez précisément pour nos auditeurs à la télévision? Qu'est-ce que je faisais à France 2? J'étais aux affaires internationales. Voilà. Vous êtes aussi, vous avez travaillé aussi dans les musées, et donc c'est aussi votre spécialité. Absolument. Bon, disons que je suis passionnée de culture, ça a toujours été mon objectif premier depuis que je suis très très jeune. Mais j'ai découvert qu'on pouvait aussi faire de la culture dans des territoires isolés comme le Chambon-sur-Lignon ou comme Devecey et l'Ardèche à l'époque. Oui, parce que c'est à la limite entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Absolument. Alors on va poursuivre, on parlera de tout ça tout à l'heure. D'abord, des valeurs républicaines, un engagement républicain dont on parle, qui ne manque pas dans la France d'aujourd'hui. Eliane Wauquiez. Écoutez, je dirais que quand je me suis engagée, mon voisin qui était maire de la commune d'à côté m'a dit « Eliane, vas-y, tu verras, on peut faire des choses ». Et je pense que la politique, avec toutes ses difficultés, parce qu'aujourd'hui c'est très très difficile, c'est un monde dur, violent, avec très peu de reconnaissance, mais je me suis engagée avec ce but de rendre service aux habitants du plateau. J'ai fait de mon mieux. Et j'ai été remerciée depuis que je ne suis plus maire. Ces valeurs de la République au centre de votre engagement politique? C'est d'être, j'allais dire, c'est de faire ce qu'on pense juste pour notre pays. Et au centre de l'engagement des justes du Chambon? Écoutez, quand j'ai découvert cette histoire que je ne connaissais pas, parce qu'à l'époque on en parlait très très peu, j'ai pensé que cette histoire de personnes de tous les milieux sociaux qui s'étaient engagées sur ce territoire pour sauver les Juifs qui étaient menacés, sauvetage qu'ils ont fait dans les milieux très divers du plateau, entraînés par les pasteurs majoritairement, et peut-être aussi inscrit dans la tradition de la Réforme. Du protestantisme. Du protestantisme, absolument, puisque à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, c'est un territoire qui a accueilli
les protestants parmi les plus pauvres. Ceux qui étaient plus aisés partaient en Allemagne ou partaient en Angleterre. Et on va reparler de tout ça, mais d'abord, puisque c'est le principe de cette émission, Eliane Vauquier, un mot sur votre parcours. Vous êtes née en Belgique ? Oui. Hein ? Et qu'est-ce qui vous a conduit au Chambon, donc ? Le hasard. La Belgique est un territoire du Nord où on aime quand même la fraîcheur. Et donc, mon mari a été nommé à Lyon, où l'été, il faisait abominablement chaud. J'avais plein d'amis sur le plateau et on allait le week-end. Et alors, pardon, je vous ai interrompu. Non, on montait le week-end sur le plateau, mais on ne parlait pas de cette histoire. On savait simplement qu'il s'était passé quelque chose au Chambon, mais dont on ne parlait pas. Oui, parce qu'on va en reparler, puisqu'après la guerre, en fait, tous les gens du plateau ont préféré tourner la page. Hein, c'est que longtemps après qu'on a parlé de ce qui s'est passé au Chambon. Donc, vous achetez cette maison en 1973, 51 ans après, vous êtes resté attaché au plateau du Chambon, et je veux dire que c'est quelque part devenu une part de vous. Je pense que c'est pas faux, ce que vous dites. C'est vrai que je me suis passionnée pour ce territoire, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi les habitants, qui sont des gens très simples, qui ne se vantent jamais de rien et qui vivent très simplement, en grande difficulté aujourd'hui, mais sans doute aussi pendant la guerre. Et donc, leur engagement est admirable. Et j'ai eu de l'admiration pour eux et pour ce qu'ils avaient fait. Et je pense que nous avons un respect réciproque. Alors, respect réciproque, l'histoire, la mémoire, le Chambon, justement. On va parler de cette histoire. On va parler de ce qui s'est passé au Chambon pendant la guerre. Dès juin 1940, l'armistice et l'internement des Juifs étrangers sont dénoncés par les pasteurs du Chambon, André Trocmé et Édouard Théis. Oui. Tandis que le pasteur Charles Guillon, qui est le maire du village, démissionne pour ne pas être un maire de Vichy et se consacre à l'aide aux réfugiés. C'est ça la République, Eliane Vauquier ? C'est ça ? Les valeurs de la République ? Écoutez, je pense que ce sont les valeurs de la République que tout le monde n'a pas respectées à ce moment-là, que finalement très peu de gens ont respectées. Et ce qui est détonnant, c'est qu'au fond, c'était un milieu extrêmement simple qui s'est engagé. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Qui s'est engagé en masse. Oui. En masse. Et le bouche à oreille aidant, le plateau devient à partir de 1942 une plaque tournante des réfugiés, à tel point qu'il est aujourd'hui impossible de savoir combien y sont passés, ont été sauvés. On dit sans doute 3500, voire plus. Comment vous expliquez cet engagement des habitants du plateau du Chambon ? Est-ce que c'est quelque part les valeurs du protestantisme ? Alors, c'est une véritable interrogation. Je ne suis ni protestante ni juive, donc ça m'interpelle tout particulièrement. Je pense qu'il y avait cette tradition au Chambon qui remonte, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la révocation de l'édit de Nantes, où donc ce sens de l'accueil s'est manifesté à l'égard des protestants qui étaient menacés. Ce sens de l'accueil, et puis chez les protestants, la mémoire des persécutions. Absolument. Hein ? Vous avez tout à fait raison de rajouter ça. Ouais. Et donc, qui fait qu'ils se sont tournés vers d'autres persécutés. Tout à fait. Et puis, il y a aussi au Chambon les darbistes qui sont une émanation du protestantisme pour lesquels la rencontre de personnes qui, comme eux, connaissaient la Bible et étaient des gens dont la culture était une culture biblique, a renforcé leur désir et leur souhait d'accueillir des Juifs parce qu'ils se sentaient sur la même longueur d'onde, en quelque sorte. C'est à la fois fort, émouvant et extraordinaire. C'est tout à fait vrai. Le extraordinaire ne serait pas accepté par les familles juives, les familles de Juste du Chambon-sur-Lignon. Dont on va parler, parce que dans le protestantisme, il y a une réserve et une volonté de discrétion. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu beaucoup de mal à créer ce lieu. À créer ce lieu de mémoire dont on va parler aussi. Donc ça veut dire que la religion, elle marque fortement ce territoire, Eliane Vauquier.
Le plateau est marqué par le protestantisme. À l'époque, donc, il y avait 17 pasteurs qui ont été concernés et qui ont encouragé cet accueil de manière différente. Les uns ont ont utilisé les armes, très peu, et majoritairement, ils étaient pacifistes. Donc, contraire aux résistances, vous voulez dire, hein? Oui. Hein? Pacifistes, mais ils ont sauvé. Hein, leur résistance à eux, c'était de sauver des juifs. Absolument. Ce qui n'est pas rien dans cette période. Hein. Alors, une terre protestante, hein, qui vous a élu, vous, une femme catholique qui vous a élu maire de cette commune. Oui, je suis deuxième maire catholique depuis la Révolution française. Ouais. Donc, bon. Et vous l'assumez, votre catholicisme? Je l'assume parfaitement et franchement, je n'avais pas... Je parle de vous l'assumiez en tout cas quand vous étiez maire. Hein. Si vous voulez, je me suis bien sûr posé la question. Je connaissais le protestantisme puisque j'ai été élevée pendant quelques années en Angleterre, qui est une terre protestante. Sauf que le protestantisme britannique n'a rien à voir avec le protestantisme calviniste. Parce que les protestants anglais ont une similitude avec les catholiques, c'est que la reine ou le roi sont, j'allais dire, ceux qui dirigent l'Église, comme nous avons le pape. Donc il y a une similitude et un fonctionnement hiérarchique que n'ont absolument pas les calvinistes. Et ça a été pour moi une découverte totale. Alors, le Chambon-sur-Lignon a donc reçu la distinction de juste parmi les nations du Yad Vashem, c'était en 1990. Absolument. Donc, plus de 85 justes du Chambon distingués par le Yad Vashem. Et je suppose que c'est un honneur pour vous d'avoir été maire de cette commune? Oui. D'ailleurs, je me souviens parfaitement que la première fois où j'ai été élue, quand j'ai vu que mon nom était sorti, j'étais totalement bouleversée parce que je me suis dit comment je vais assumer de porter cette histoire qui n'est pas la mienne. Ça a été et ça a été à l'instant... Ça veut dire quoi qui n'est pas la vôtre? Parce que vous n'étiez pas née là-bas? Parce que vous n'étiez pas protestante? Parce que vous n'êtes pas juive? C'est ça? Absolument, absolument. Donc, j'étais tout à coup interpellée par moi-même en me disant comment est-ce que j'ai osé me lancer dans ce projet, parce que j'avais quand même quelque part dans ma tête le souhait de raconter cette histoire dans le cadre d'un musée. Et je me suis dit, mais au fond, de quel droit, quelque part? Donc un musée, un lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon, le plateau, terre d'accueil et de refuge. Donc ce lieu d'histoire, de mémoire et de souvenirs. C'est tout à fait exact. Et mon but dans ce projet était que cette très belle histoire ne se perde pas. C'était ma première crainte. Je pense que quelque chose qui ne se raconte pas se perd. La deuxième chose, c'est que je pensais qu'il fallait raconter cette histoire pour que la jeune génération se dise que, quelles que soient les circonstances historiques ou politiques, on pouvait rester fidèle à ses convictions. Et donc, ça me paraît... Vos convictions, ce sont lesquelles? Mes convictions, c'est qu'il faut faire attention aux autres, il faut les respecter, il faut essayer de rester fidèle à soi-même. Bon, des choses relativement simples, mais qui ne sont pas toujours faciles à vivre. Et je vous avouerai qu'une question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais eu le courage de faire la même chose? Je ne sais pas. Vous êtes souvent posé cette question? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me la pose encore. Et c'est bien d'ailleurs que même la jeune génération aujourd'hui puisse se poser cette question. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de ceux qui vivaient à cette époque? Je pense que les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent visiter ce lieu, je pense que c'est une question qu'ils se posent en le visitant, même si ça les distrait, ça les intéresse de voir quelque chose de très différent de ce à quoi ils sont habitués, de ce qu'ils vivent, mais je pense que ça les interpelle. Et donc, en 1973, quand vous arrivez sur ce plateau du Chambon, comme vous l'avez dit, on ne parlait pas de cette histoire. Très peu. On savait qu'il y avait quelque chose. Il y avait des gens
qui forcément, beaucoup de monde connaissait cette histoire puisqu'ils l'avaient vécue ou leur famille l'avait vécue. Mais c'était quelque chose dont on ne parlait pas. C'est la discrétion protestante. La discrétion protestante, et puis il y a eu... Et on ne se vante pas. On ne se vante pas de ce qu'on a fait de bien. On ne se vante pas, mais aujourd'hui, c'est dans les têtes, dans les esprits, dans les mémoires, et on parle beaucoup de ce qui s'est passé au Chambon. Mais donc, le travail de mémoire au Chambon a commencé, il me semble, par la mise en place d'une plaque. C'était en avril, je crois, 1979. Absolument. Donc, ça a été ça, le déclic. Absolument. Hein? Tout à fait. Elle est d'ailleurs apposée sur le lieu de mémoire. Sur le mémoire. Et alors, parce qu'à la fin de la guerre, comme vous dites, les habitants du Chambon ont voulu tourner la page. Mais comme je pense tous les Européens ont voulu tourner la page des horreurs de la guerre, je pense qu'on n'a jamais... quand on arrive au bout des horreurs, on n'a plus envie d'y penser. Eux ont été dignes. Oui, ont été dignes, mais ils n'ont pas voulu... Je pense on voulait penser à autre chose. On voulait penser à autre chose. Oui. Et alors, on précise quand même une chose. Chambon-sur-Lignon, c'est exceptionnel. C'est l'une des seules communes qui a le titre de juste parmi les nations. Absolument. Alors, il y en a une autre en Hollande qui s'appelle Nieuwland. Nieuwland. Il y a aussi un réseau polonais d'aides aux Juifs, Zegota, aussi la résistance danoise. Donc c'est vraiment exceptionnel. C'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on a tenu à ce que vous soyez notre invité ici sur Radio J aujourd'hui. Alors il faut aussi ajouter quand même qu'il y a eu de la protection partout en France. Ouais. Et que les enfants sauvés ont beaucoup soutenu ce lieu et sa réalisation, même s'ils ont été sauvés ailleurs. Par exemple, les Darty ont voulu soutenir ce projet parce qu'eux-mêmes étaient des enfants cachés. Et parce que, parmi les enfants cachés, il y avait la maman des Dassault, de Laurent Dassault. Absolument. Qui était notre invité il y a quelques mois, et donc je l'ai appris comme ça. Et donc, il a participé justement au travail de mémoire de la ville de Chambon. Et il a raconté l'histoire de sa maman au Chambon. Tout à fait. Laurent a été un des acteurs du soutien de ce lieu. Et en particulier, c'est lui qui a offert le jardin qui a été réalisé par Louis Bénèche, qui est un des grands paysagistes français. Et qui a aussi un lien avec cette histoire. Et alors, quand vous dites les enfants cachés, c'est vrai que ça représente quelque chose. Les enfants de ces enfants ne seraient pas là si les justes n'avaient pas été là. Et tout à fait. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. C'est très bien dit. Mais c'est émouvant de vous avoir en face de moi parce que je suis petit-fils, fils d'enfants cachés, et je sais ce que c'est. Voilà. Et les auditeurs qui nous écoutent savent ce que c'est. Donc en 2013, dès 2013, vous avez ouvert ce lieu de mémoire au Chambon. Ce qui veut dire que le travail de mémoire, c'est essentiel. J'en suis tout à fait persuadée. Donc maintenant, le lieu il a été d'abord communal, puisque c'est la commune qui s'est investie dans cette réalisation, avec un très grand soutien de l'ensemble de l'équipe municipale. Et aujourd'hui, il est géré par le Mémorial de la Shoah, parce qu'une gestion par un village aussi petit, quand on souhaite que cette histoire soit diffusée largement, voire internationalement, le mémorial est très bien placé pour le faire. Et comme vous le savez, il a aussi le mur des Justes. Donc l'histoire des Justes fait partie aussi de sa vocation. De sa vocation. Alors, la mémoire du Chambon, je le sais, vous me l'avez dit quand on a préparé cette émission, a rejoint votre propre histoire de lycéenne. Je crois que c'était à Bruges. Oui. Alors, j'étais pensionnaire enfant à Bruges, en Belgique, chez des religieuses chanoinesses de Saint-Augustin. Et nous étions 4 en classe, ce qui n'est pas beaucoup. Il y avait la fille du général Brosset, il y avait une de mes amies qui s'appelle Aliette, et une brugeoise dont la mère était russe, et moi. Donc nous étions que 4 dans notre Donc classe. C'était dans les années quoi, 50, 60 50, oui, 50 à 55. Et donc, forcément, on se connaissait, on allait chez les uns, chez les autres en vacances, on se connaissait parfaitement bien. Et cette amie Aliette, je pensais qu'elle était protestante. Son nom, c'était Aliette Foulange. Et donc je pensais qu'elle était protestante. Et voilà.
Et j'ai cru ça jusqu'à ce que je sois élue maire du Chambon-sur-Lignon. 2008. Donc, vous voyez, 1950 à 2008, il y a un petit temps qui se passe. Une vie. Et donc, quand j'ai été élue maire du Chambon, elle me dit « Mais tu sais, Eliane, j'ai quelque chose à te dire. » « Ah bon, qu'est-ce que tu veux me dire, Aliette ?»« Eh bien, ma famille a été cachée au Chambon. » Je dis « Comment ? Ta famille a été cachée au Chambon ?» « Ben oui. » Et donc, j'ai découvert qu'en fait, sa sœur s'appelait Martine Dreyfus et qu'elle avait été une amie très, très proche de Nelly Trocmé, qui était la fille du pasteur Trocmé. Donc, elle a été hébergée chez le pasteur Trocmé, chose que j'ai appris des dizaines d'années après que nous nous soyons connus. Et j'ai encore eu au téléphone hier soir. Et c'est la discrétion dont vous parliez. Et d'ailleurs, qu'est-ce que disaient les justes quand on leur demandait, parce que vous en avez connu, pourquoi ils ont fait ça ? Ils répondent en général par des phrases extrêmement courtes. Et la phrase qui revient tout le temps, c'est parce que c'était notre devoir. Rien d'autre. Et ils ne veulent pas s'étendre là-dessus. Alors, mais je ne sais pas si on a le temps, quand j'ai ouvert ce lieu, donc la veille de l'inauguration officielle, on avait ouvert le lieu à la population. Et donc, il y a une dame d'un certain âge, avec ses petits-enfants et sa fille qui arrivent pour visiter le lieu. Et elle me dit, ma famille a sauvé des Juifs pendant la guerre et je suis intéressée de visiter ce lieu. Donc je l'amène devant le mur des Justes où elle trouve le nom de sa famille. Et là, cette femme, elle s'est transfigurée. Elle découvrait qu'au fond, l'œuvre de ses parents et de ses grands-parents l'inscrivait dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire de France. Alors qu'elle belle histoire de France. Absolument. Alors qu'elle se sentait une petite dame tout à fait modeste, une petite villageoise. Et de transmettre ça sous mes yeux à ses enfants a vraiment valorisé ce qu'on venait de réaliser en créant ce lieu. Et alors, je ne sais pas si vous l'ont dit, mais peut-être que vous avez une idée. Comment ont-ils décidé de s'engager ? Même s'ils disent c'est parce qu'on voulait faire notre devoir. Mais au départ, il y en a quelques-uns qui l'ont fait et tout le monde a suivi. Toute la communauté a suivi. Franchement, j'ai pas vraiment de réponse. Je pense que c'est une générosité naturelle de gens qui vivent sans facilité et qui se disent qu'il faut protéger des gens qui pensent en fait la même chose qu'eux, parce que la lecture de la Bible était une lecture commune. Et bon, par exemple, on disait, quand on demandait à protéger un enfant, on disait « Est-ce que tu accepteras mon Ancien Testament ou mon Nouveau Testament ?» en fonction de l'âge de l'enfant ou d'une personne plus âgée qu'on demandait aux agriculteurs d'accueillir. Ouais. C'est-à-dire que la Bible, elle servait à faire du bien. Absolument. Oui, c'est une très réelle interprétation. Alors cette histoire, donc il faut l'incarner, la préserver, la transmettre. Oui, et j'ajouterais une chose, c'est que ce lieu est aussi un lieu de résilience. Et ça, c'est Boris Cyrulnik, quand il est venu inaugurer une exposition sur les enfants qui avaient été cachés au Chambon, a expliqué ça dans son discours. C'est que le fait de raconter une belle histoire dans un moment tragique, qui est vraiment une période atroce. Et puis, c'est le sauvetage de la Shoah. C'est des gens qui ont été protégés, qui ont échappé, qui ont survécu. Donc, quand on voit ça, je pense que ça permet aux personnes qui ont des familles qui ont été déportées, qui sont décédées là-bas dans l'horreur de la Shoah, on se dit, il y a quand même un espoir dans l'humanité. Et je pense que je n'y avais pas pensé en créant le lieu, et c'est Boris Cyrulnik donc, qui a insisté là-dessus dans son discours, et je pense que c'est réel. Oui, qui a échappé, bien sûr. Donc il sait ce que c'est. Oui, il a échappé à une rafle à l'âge de 8 ans. Il a perdu ses parents. Voilà. Et qu'est-ce que ça change quand les acteurs ne sont plus là ? Eh bien, c'est une question qui est aujourd'hui une véritable interrogation. D'où ce lieu de mémoire, quelque part. Oui, et comment va se faire le passage de la mémoire à l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, il reste des survivants. J'étais
récemment à une réunion de Yad Vashem. Il reste quelques survivants qui sont très très peu nombreux aujourd'hui. Il reste plus de survivants parmi les... Il ne reste que les enfants cachés, voilà. Il ne reste plus de justes. Il reste plus de justes, non, les justes, il reste les familles qui sont les petits-enfants voilà. Aujourd'hui, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants. Donc, comment cette histoire va se transmettre et est-ce qu'elle va rester, ce que je souhaite profondément, un modèle de ce qu'on peut faire, quelle que soit l'horreur des circonstances. Et ça nous permettra de parler un peu tout à l'heure de la France d'aujourd'hui, de l'Europe d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui. Gouverner, ça passe par la parole, par le verbe, par des discours. L'un de ceux qui a marqué le mandat de Jacques Chirac, c'est celui du Veldiv. Un discours en rupture non seulement avec ses prédécesseurs, mais aussi avec la doxa gaulliste. Comment vous avez vécu le cheminement de... Est-ce que vous l'avez vécu d'ailleurs, le cheminement de ce discours de 95 ? Est-ce que vous l'attendiez ou pas ? Alors, j'ai moins vécu celui de 95 que la venue de Jacques Chirac avec Simone Veil en 2004. 8 juillet 2004. Absolument. Donc, au Chambon-sur-Lignon, où il est venu témoigner des regrets de la France d'avoir eu cette attitude à l'époque de Vichy. Et alors, je cite ses propos. 8 juillet 2004, donc il est avec Simone Veil. Un déplacement fort, émouvant, historique. Hein, et il dit, il est venu pour rappeler les Français au sursaut, ce sont les mots de Jacques Chirac, et défendre les valeurs de la République face à la montée des actes racistes, antisémites, xénophobes et homophobes en France. Et le problème, c'est que 20 ans après, est-ce que son combat n'a pas été vain ? Je pense que l'histoire du Chambon permet de garder espoir, quelle que soit l'évolution de la situation. C'est sûr que ça n'a pas été une masse de gens, ça n'a pas été des millions de personnes, mais c'est quelques personnes... Je ne parle pas du combat des habitants du Chambon. Ça, on leur rend hommage, on sait ce qu'ils ont fait. Oui. Mais 20 ans après le discours de ce que Jacques Chirac a dit chez vous, hein, est-ce qu'aujourd'hui... Ça a servi de leçon mais je dans pense, la France de 2024-2025. Je pense que c'est une leçon qui demeure, même si elle n'est pas respectée. Mais la leçon n'en demeure pas moins. Et on peut continuer à s'y référer. Et il y a certainement des personnes qui sont en capacité de le faire et qui le feront. Bien sûr. Au passage, Simone Veil, donc, était en 2004... avec Jacques Chirac. Oui, c'est elle qui a suggéré à Jacques Chirac de venir au Chambon. Parce qu'elle a toujours tenu à honorer les justes, Simone Veil. Absolument. Toujours. C'était l'un de ses combats. Tout à fait. Primordiaux. Donc Simone Veil et l'Europe ont d'ailleurs compté dans votre engagement politique. Écoutez, je m'étais engagée avant de le savoir, mais c'est vrai que j'ai rencontré Simone Veil par 3 fois. Et la dernière fois, une fois en 2004, donc lorsqu'elle avait accompagné Jacques Chirac, une autre fois à Paris, à l'occasion d'une cérémonie et avec des jeunes enfants. Et enfin, quand j'ai été la voir, avant de prendre cette décision et de m'engager dans la réalisation du lieu de mémoire. Donc 2013, j'ai été la voir pour obtenir son parrainage d'honneur et j'ai été la voir aussi pour lui demander son soutien. Et elle m'a répondu « Madame Vauquier, j'ai beaucoup soutenu ce projet, j'ai beaucoup de mal à y croire, mais vous avez l'air tellement convaincu que je vous suivrai. » Et puis ça a marché. Ça a marché, absolument. Alors, on parlait de cette phrase tout à l'heure, chaque juste reçoit une médaille qui porte cette citation du Talmud, quiconque sauve une vie, sauve l'humanité. Sauver une vie, sauver l'humanité, qu'est-ce que ça signifie dans la France d'aujourd'hui ? Je pense que la phrase reste réelle et garde toute sa valeur. Et est-ce qu'en 2024, on peut garder confiance en l'humanité ? Je pense que c'est indispensable. Ouais. On ne peut pas vivre sans confiance, sinon c'est le désespoir absolu. Alors, c'est sûr que l'espoir, c'est toujours plus ténu. L'espérance, il paraît que c'est le personnage le plus petit quand on parle de
la foi, l'espérance et la charité, que l'espérance est le plus petit personnage, Mais il faut y croire. il existe. Il existe, il faut y croire. Quels enseignements, d'ailleurs, vous tirez de votre mandat de maire du Chambon? Écoutez, c'est un mandat difficile, mais c'est un mandat qui est, j'allais dire, j'ai eu beaucoup de chance. Vous parlez du mandat de maire ou du mandat de maire du Chambon? Je parle du mandat de maire du Chambon. Après, je parlerai du mandat de maire. Le mandat de maire du Chambon, d'abord, c'est un honneur que m'ont fait les habitants en me choisissant pour les représenter. J'ai tâché de faire de mon mieux. Hein. J'ai fait des choses bien, on en fait des moins bien. Je pense qu'ils m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance. J'ai fait ce que je pouvais faire pour améliorer leur situation et leur manière de vivre. J'ai souhaité que leur histoire soit inscrite, peut-être pas dans le marbre, mais soit inscrite dans la durée. Et ils ont été réticents parce que c'était pas leur nature au départ. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont accepté, ils le vivent et ils y participent. Et c'est essentiel, ça a été essentiel pour vous d'être engagé au service des citoyens? Je pense que c'est une chance. Ouais. C'est une chance très extraordinaire. Après ce mandat de maire, j'ai assuré la présidence de l'hôpital local pour essayer de le sauver et je pense avoir réussi. Je crois que c'est très important de se mettre, quand on a un petit peu de capacité, de se mettre au service des gens. Parce que le retour est merveilleux. Je veux dire, même s'il est difficile et il y a des moments où on est violent avec vous, Ouais. mais d'un autre côté, aujourd'hui, quand je me promène dans la rue, ils sont gentils, viennent me voir, merci Madame Vauquier, enfin, ou merci Eliane, ce que tu as fait, c'était gentil, c'était formidable. Bon, c'est une chance extraordinaire. Et quand vous parlez ainsi, c'est les paroles d'une humaniste, d'une citoyenne, ou c'est lié à la foi chrétienne? Et vous savez, la foi chrétienne aujourd'hui, elle est quand même très très secouée. Mmh. Je pense que c'est, peut-être j'ose à peine le dire, mais que c'est plus un engagement de citoyen que vraiment mon lien avec la foi chrétienne, qui est quand même très ébranlé aujourd'hui, ce que je regrette infiniment. À cause de Et quoi? je dois dire À cause que de quoi? demain ou après-demain, l'inauguration de Notre-Dame me réconforte. Parce que, bon, c'est une image historique, c'est une belle image. Et bon, pour notre pays, pour l'image de la France, c'est merveilleux. Et alors, il y a aussi autour de ça, il y a la laïcité. La question de la laïcité. Bien Ça sûr. aussi, c'est important, essentiel. Ça compte. Ça compte. Sans doute. Et ça compte en quoi? À travers quoi? Écoutez, logiquement, ça doit permettre de garder une certaine distance par rapport aux religions qui peuvent parfois... enfin, l'histoire des batailles, l'histoire des guerres a été une histoire de religion. Et donc la laïcité devrait nous permettre de garder un peu de distance. Et alors, il y a le Chambon, toute cette histoire de mémoire autour du Chambon. On parlait de la laïcité. Et puis, il y a l'antisémitisme également, hein, que vous avez ressenti en tant que maire du Chambon, puisque vous savez ce qui s'est passé là-bas, on sait ce qui s'est passé là-bas. On a en tête le message des habitants du Chambon. Et puis, dans la France d'aujourd'hui, depuis le 7 octobre, il y a une montée exponentielle de l'antisémitisme. Comment ça vous fait réagir? C'est vrai que par rapport à l'histoire du Chambon, c'est tragique parce que on a l'impression que l'histoire se répète. Ouais. Et comment faire pour que on n'arrive pas aux tragédies qu'on a connues entre 40 et 45. Donc c'est une vraie interrogation, c'est une interrogation douloureuse. Mais on n'a pas de vraie réponse. On n'a pas de vraie réponse. Et quand on constate
qu'un parti, pour ne pas le citer, LFI, est au centre d'un certain nombre de déclarations, d'actes antisémites. Jean-Luc Mélenchon est considéré par beaucoup comme étant le représentant d'un parti antisémite. Comment ça vous fait réagir ? Et je vous avais dit que je n'avais pas envie de parler politique directement. Non, mais c'est indirectement, justement, là. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas bien pour un Français de parler comme ça. C'est-à-dire de parler comme ça ? De parler de manière tellement contre des personnes à la fois politiques, des personnes qui ont une religion qui n'est pas la sienne, je pense qu'il n'en a pas. Donc, je trouve que c'est vraiment pas bien. Et quand je dis pas bien, c'est mon éducation britannique qui fait que je fais de l'understatement, mais ça n'est pas acceptable dans un pays comme la France. En gros, vous voulez nous dire que c'est pas seulement l'antisémitisme de LFI qui pose problème, c'est sa manière à Mélenchon de faire de la politique. La violence en politique, c'est ça que vous dénoncez ? Absolument. Absolument. Que ça soit dans la rue ou à l'Assemblée nationale. La violence, la haine en politique. Mais justement, qu'est-ce que vous inspire l'évolution ? C'est pas parler de politique, c'est parler de fond. L'évolution du débat de la vie politique aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire de la politique. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle de la politique, mais dans un village. Donc, en quelque sorte, c'est pas vraiment de la politique. Mais aujourd'hui, je trouve que les gens qui s'engagent en politique sont courageux parce que les attaques sont tellement violentes que comment on résiste à ça, comment on garde son cap, comment on garde son calme aussi. Oui, et comment on reste fidèle à ses convictions, je trouve que c'est très très difficile. On va en reparler un peu plus tard, vous allez voir pourquoi. Le débat sur l'immigration, est-ce qu'il est légitime ou pas ? Écoutez, pardon, mais je ne sais pas comment répondre à ça. C'est-à-dire, est-ce que la France, parce que je sais que vous en avez parlé à un moment, est-ce que la France doit rester une terre d'accueil ? C'est lié au Chambon. Je pense qu'il faut rester une terre d'accueil, mais raisonnablement. Ça veut dire quoi, raisonnablement ? Ça veut dire qu'il faut garder l'équilibre entre les autochtones et les gens qui viennent de l'extérieur et qu'on accueille. Et il faut aussi que ceux qu'on accueille respectent les traditions et la législation de notre territoire. Alors, un point d'histoire. Le 5 janvier 2020, vous présentez pour la dernière fois vos vœux en tant que maire du Chambon. Je ne me trompe pas, c'est bien cette date-là. Oui. Votre fils, Laurent Wauquiez, est à vos côtés et il dit ces quelques mots. Tu peux être fier du travail accompli. Il parle à sa maman, Éliane Wauquiez. Elle n'est pas née ici, vous, et elle a du caractère. Comme fille, j'étais parfois bluffé, parfois inquiet. Pour moi, le Chambon est essentiel, le Chambon est vrai. Je souhaite que ce territoire reste uni. C'est primordial pour l'avenir. Le Chambon et le plateau ne doivent pas hésiter à regarder grand. Alors, une question. Vous, Éliane Wauquiez, est-ce que vous avez été bluffé par votre fils ? J'allais dire oui et pas non. Ce jour-là, tout au long de sa carrière. Oui, je comprends bien. D'abord, je l'ai eu dans les bras, donc et j'ai vu son évolution. Le petit Laurent est devenu grand. Voilà, absolument. Donc un enfant, malgré tout, bien sûr, il vous étonne, il vous surprend. Mais ça reste votre enfant, quel que soit l'âge qu'il a, et le mien d'ailleurs, il reste votre enfant. Mais c'est vrai que quand je l'entends, hier soir par exemple, je trouve qu'il a du courage, il s'exprime très bien, il garde son cap, et c'est pas évident. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts ? Qu'en dit la maman que vous êtes ? Écoutez, je vais dire que les qualités, parce que les mamans, ça aime ses enfants. Donc, je pense que Laurent est quelqu'un de très courageux et qu'il sait garder son cap. Il a une vision pour notre pays
Et c'est important d'avoir un homme politique qui a cette vision et qui reste fidèle. Et alors, en quoi est-il fait ou pas pour être président de la République ? Puisque c'est ce qui est dans la tête des gens, je suppose que c'est ce qui est aussi dans... C'est son objectif d'être président. Non ? Il paraît. Hein ? Il paraît. Il paraît, c'est sûr. Il veut être président. Est-ce que la maman que vous êtes souhaite que son fils devienne président de la République et pourquoi ? Écoutez, je dirais que en tant que mère, je respecte son engagement. Je pense qu'il en a les capacités. D'être président. Hein ? Ça, vous voulez dire ? Oui, qu'il en a les capacités, mais qu'il faut énormément de courage et de ténacité. Vauquier président, c'est un slogan qui pourrait être le vôtre ? J'ai pas besoin de slogan. Ou Laurent au président. Hein ? J'ai pas besoin de slogan. Et vous le dites comment ? Vous le dites comment ? Pour moi, Laurent, c'est Laurent. Ah, mais vous aimeriez bien qu'il le soit. Écoutez, je pense que c'est son souhait et qu'il en a les capacités. Ouais. Et est-ce que ça vous fait mal, la maman de Laurent, quand vous constatez que votre fils est quelquefois, le mal-aimé de la politique ? Un mal-aimé de la politique. C'est vrai que ça fait mal pour une maman. Parce que vous disiez tout à l'heure, c'est dur de faire de la politique. Oui, hein. je pense que c'est dur de faire de la politique. Et c'est ce dans quoi il s'est engagé il y a très longtemps. Donc, j'espère qu'il va pouvoir continuer son chemin. Et quand vous dites ça fait mal, c'est-à-dire quand vous l'entendez, quand vous entendez les attaques dont il est la cible ? Je trouve que c'est injuste quand on pense à l'engagement que ça représente d'être parfois aussi maltraité. Mais à quel moment il a été le plus maltraité ? Écoutez, je ne sais pas. C'est fréquent. J'essaye d'oublier parce que sinon c'est trop dur à vivre. Et qu'est-ce qui le maltraite le plus ? C'est ses amis politiques ou ses opposants ? Franchement, on va leur laisser le choix. Et alors, on va conclure cette émission, Éliane Vauquier. Pour vous, c'est quoi le message des justes ? Ça nous renvoie au début de l'émission et puis à tout ce que vous avez dit sur le Chambon et c'est juste. Je pense que c'est un message de courage, un message de tolérance et un message d'accueil à l'autre. Mmh. Et que c'est très important aujourd'hui, cette compréhension et cet accueil de l'autre. C'est une des choses qui rend la vie difficile aujourd'hui, parce que ça ne semble plus être une priorité des gens, c'est de se comprendre. Mmh. Et il me semble que c'est le message des justes. Bon, bien sûr, c'est l'accueil, mais c'est aussi la compréhension de l'autre. Au sein du pays ou l'accueil de l'autre, de l'étranger ? C'est l'accueil au sein du pays, et puis c'est aussi essayer de comprendre l'autre. Mmh. Je pense que c'est très important. Si on veut pouvoir coexister, il faut se comprendre. Et alors, ça serait quoi ? Ça serait qui injuste dans la France d'aujourd'hui, dans la France de 2024 ? Écoutez, je pense que les justes ont leur nom. Ouais. Donc, ils ont leur nom au Chambon. C'est ceux que je connais. J'en connais d'autres aussi. Et je suis surprise qu'aujourd'hui encore, y ait des familles qui ont été accueillies, qui souhaitent la reconnaissance de ceux qui les ont accueillis. Mmh, et donc, je trouve que c'est une très jolie histoire. Et je peux vous dire que les cérémonies au cours desquelles on honore des justes, elles sont d'une émouvance, d'une émotion, pardon, extraordinaire. C'est parfaitement exact. Parce que bien sûr, j'ai assisté à pas mal de cérémonies, dont certaines au Chambon d'ailleurs, et c'est vrai que c'est des moments de grande émotion. De grande émotion, puisque toutes les familles sont réunies, enfin les parents, les enfants, les petits-enfants, oui. Et donc tous voient en ces justes ceux qui leur ont donné la vie. Absolument. C'est ce qu'il y a de plus frappant, c'est de voir ces familles d'aujourd'hui qui disent
mais sans C'est juste, on ne serait pas là. Voilà. Merci en tout cas. Merci Hélène Vauquier d'avoir accepté de participer à cette émission, de nous avoir fait partager la mémoire des Justes du Chambon-sur-Lignon et puis du plateau du Chambon. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.